La guerre en Ukraine ne baisse pas d'intensité et pourtant, il n'est question de 2025 que comme l'année de la négociation, du cessez-le-feu, voire de la paix. C'est en partie lié bien sûr au retour au pouvoir de Donald Trump qui a promis de s'atteler à la recherche d'un deal rapide. Mais dans ces conditions, quelles sont les options dont dispose l'Ukraine? Peut-elle continuer la guerre, même si l'aide américaine le faisait défaut? Doit-elle se préparer à des concessions territoriales et avec quelles conséquences? De quelles garanties de sécurité un accord devra-t-il être entouré pour être viable? C'est le Club Le Figaro International et c'est maintenant. Céline Maranger, bonsoir. Vous êtes chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Vous êtes également membre associé du Centre de recherche en histoire des Slaves à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes docteur en sciences politiques, diplômée de l'INALCO, traductrice du russe et vous avez récemment dirigé une série de 16 articles pour un dossier dans la revue Le Grand Continent intitulé « Violences impériales, l'actualité russe du passé soviétique » avec Juliette Cadio. Antoine Arjakovski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins et administrateur de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv en Ukraine. Vous avez vécu et travaillé en Russie et en Ukraine et vos deux derniers ouvrages portent sur ce pays. Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et les démocraties, paru en 2023 chez Desclés de Brouwer, et Les Églises et la construction de la paix en Ukraine chez l'Harmattan en 2024. Laure Mandeville, bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, ancienne correspondante en Russie et aux États-Unis, vous aussi russophone. Et votre dernier livre est titré « Quand l'Ukraine se lève » avec Constantin Sigov chez Talent Éditions en 2022. Et nous serons rejoints un peu plus tard par Renaud Girard, dont le train a du retard, chroniqueur international au Figaro. Alors, commençons un peu par la situation et peut-être les objectifs prioritaires de Volodymyr Zelensky. Il a eu des formules un peu complexes parce qu'il veut à la fois arrêter la Russie et mettre fin à la guerre en 2025. Et il dit on doit se battre sur le champ de bataille et à la table des négociations. Alors selon vous, c'est quoi la priorité de Volodymyr Zelensky aujourd'hui? Céline Maranger. À mon avis, sa priorité, c'est d'empêcher l'Ukraine de devoir à un moment donné capituler. Et je pense que les options de l'Ukraine aujourd'hui, elles se réduisent, oui. Mais elles ne sont pas non plus nulles. Et donc il va falloir que le président capitalise sur ce qu'il peut pour arriver à la table des négociations s'il y est forcé à un moment donné avec le maximum d'atouts en main. Il me semble en fait que la difficulté actuellement pour lui et plus généralement pour les Occidentaux, elle tient au fait que l'évolution de la situation dépend de facteurs interdépendants, ce qui crée en fait, une forme d'incertitude, de confusion. Le premier facteur, la première incertitude, elle porte sur la capacité de l'armée ukrainienne à continuer à tenir le front. Oui. Alors que les difficultés s'accumulent, alors que ils sont en infériorité numérique. Ils ont des problèmes de recrutement. Qu'ils ont des problèmes de recrutement et que par ailleurs, l'armée russe jette toutes ses forces dans la bataille pour essayer d'obtenir une percée à la veille de l'investiture de Donald Trump. La deuxième incertitude, elle porte sur la capacité des Européens à se remobiliser pour renforcer de manière urgente l'armée ukrainienne, mais aussi pour anticiper la possibilité d'une baisse du soutien militaire américain. Oui. Et d'une certaine manière pour faire en sorte... pour tout ça là Non, c'est pas trop tard. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Le soutien américain... Et la troisième incertitude, vous venez de la noter, elle porte sur les intentions du président américain. On en saura plus dans une semaine, puisqu'il sera vraiment au pouvoir. Mais donc, on voit bien que ce que vous décrivez, c'est une sorte de cercle vicieux, d'une certaine manière, chaque facteur aggravant les autres. Mais
Est-ce qu'il y a une stratégie côté ukrainien face à ces éléments qui sont sur la table depuis longtemps maintenant? Lormandeville, peut-être? Oui, moi je pense en fait que Volodymyr Zelensky veut absolument, dans cette période extrêmement courte qui lui reste avant l'arrivée de Trump, convaincre Trump et l'Occident de manière plus large, et aussi l'électorat de Trump, il s'y attache, de comprendre en fait qu'une vraie paix, il n'y aura de paix en Ukraine que s'il y a une paix par la force. C'est une formule qu'il a volée d'une certaine manière ou empruntée à Trump, qui ne cesse de parler de paix par la force. Et de vouloir projeter lui-même une image de force. Exactement, depuis le début de sa campagne. Et donc Volodymyr Zelensky dit oui, il n'y a que la paix par la force qui peut marcher. Et la paix par la force, cela signifie deux choses. La première, qu'il faut continuer d'armer l'Ukraine, mais de l'armer vraiment. Dans le fascinante interview que donne Volodymyr Zelensky à un étrange personnage qui est un blogueur Alex de Friedman. la planète MAGA d'origine russe, d'ailleurs. On aura un extrait tout à l'heure de cette interview. Il dit il nous faut nous armer, mais pas comme sous M. Biden. Et d'une certaine manière, il dit enfin ce qu'il a sur le cœur à propos de la présidence Biden, qui lui a toujours, concédé des armes à petit feu, toujours trop tard, toujours pas assez. Et donc, il dit en gros, pour que nous puissions vraiment résister, et pour que nous soyons en position de force, il faut nous armer vraiment. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous faut des garanties de sécurité qui ne soient pas des garanties de sécurité de papier, comme ça a été le cas en 1994 avec le mémorandum de Budapest. On va revenir plus largement là-dessus. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sûrs que Trump, quelles sont les intentions de Trump, c'est évidemment la question à $1 million. Et si on saura le convaincre qu'une paix à bas prix, une paix au-dessus de l'Ukraine serait sa propre défaite. Exactement, parce qu'en fait, la grande peur des Ukrainiens, c'est aujourd'hui qu'on assiste à une sorte de nouveau Yalta entre M. Trump et M. Poutine qui se fasse au-dessus de la tête des Ukrainiens et des Européens. Antoine Jacques. Moi, j'ai la même analyse. Je retiens de cette interview qu'il a donnée à Alex Friedman deux choses. Une position de fond et une position, disons, plus contextuelle. La partie contextuelle, c'est ça. C'est qu'il dit il faut d'abord que Trump se tourne vers nous, Ukrainiens, et que nous soyons accompagnés des Européens pour qu'ensuite la pression soit faite sur Poutine. Et ça, je pense que c'est important que ça aille dans ce sens-là, que pas dans l'autre sens. Or, déjà, Trump fait passer des messages comme quoi sa priorité, c'est d'abord de rencontrer Poutine, et ça, et sans même cesser le feu ni quoi que ce soit. Et donc, Zelensky prévient de ça en disant vous n'irez nulle part si vous partez comme ça. Il faut d'abord commencer par les Ukrainiens et les Européens. Et le fond ? Et sur le fond, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit depuis maintenant quelques mois, cette paix par la force, c'est intégrer l'Ukraine au sein de l'OTAN. Inviter toute l'Ukraine, mais il comprend parfaitement que toute l'Ukraine, c'est pas possible de la défendre, la partie Donbass, la partie Crimée, et donc garantir la sécurité de l'Ukraine souveraine, et ensuite, la deuxième partie, Donbass et Crimée, la négocier avec l'OTAN de façon diplomatique, comme on a fait pour l'Allemagne de l'Est dans les années... en 54, Allemagne de l'Ouest a intégré l'OTAN, et ensuite, en 90, Allemagne de l'Ouest a rejoint l'Allemagne, et donc l'OTAN. Et donc c'est ce même schéma-là qu'il a en tête, et je pense que c'est très important, parce qu'il dit qu'il n'y aura pas de conditions de sécurité fortes s'il n'y a pas la garantie de l'OTAN. On va quand même écouter ce que dit Volodymyr Zelensky, justement, sur... Il y a une certaine tonalité optimiste, étrangement. З нашого боку, ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась. Дипломатичними. Думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. Політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. La guerre se terminera plus tôt. Pourtant, quand même, il faut dire un mot de la situation sur le front. Et on a quelques cartes qui le montrent, ça va pas bien. Les Russes grignotent sans cesse du terrain. Et il y a maintenant une ville clé qui s'appelle Pokrovsk, qui menace de tomber comme à une époque Avdiivka est tombée. On voit là sur cette carte ce territoire qui se grignote.
Oui, la situation militaire est assez défavorable à l'Ukraine, il faut bien le reconnaître. Je pense qu'il faut procéder d'un principe de réalité. Et c'est pour ça qu'il semble miser sur la négociation. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont quand même perdu 4000 km², ce qui est l'équivalent des Pays-Bas. Oui. Et au mois de décembre, ils ont perdu 600 km², ce qui correspond grosso modo à l'équivalent de près de 6 fois la superficie de Paris. Donc la situation sur le front, elle est difficile. Ils ont des problèmes de recrutement, qui n'est pas pour dire que tout va s'effondrer. Dans la brigade formée par les Français. Ça, il y a eu beaucoup de désinformation à ce sujet, à mon avis, orchestrée par les services russes. Oui. Enfin, les Français reconnaissent quand même qu'il y en a qui sont partis dans la nature. Oui, mais en fait, il a été décidé il y a 1 an de créer 14 nouvelles brigades et une d'entre elles a été formée par la France, c'est la brigade Anne de Kiev. Après, c'est le... Et donc c'est ça le problème. Non, oui, mais elle a été, mais parce qu'en fait, ils ont jugé préférable de placer des bataillons nouvellement formés auprès de troupes aguerries pour renforcer le front à des endroits. C'est-à-dire, ils ont disloqué en fait cette brigade, ils l'ont répartie dans plusieurs unités. Ça n'est pas, ça se justifie militairement parlant. Vous voyez, c'était pas un mauvais calcul en soi. Si je peux me permettre, je voudrais quand même contester parce que il y a aussi une bataille, disons au niveau des médias, de la connaissance dans cette guerre, et c'est vrai qu'on a tendance à répéter le fait que ça va mal pour l'Ukraine. Je dis pas que c'est facile sur le terrain de Pokrovsk, c'est sûr, ils se sont rapprochés de Pokrovsk, ça va mettre encore plusieurs semaines, mais il y a une difficulté. Par contre, au niveau de la mer, là, les Ukrainiens ont réussi à libérer la mer Noire. Ils sont rentrés dans la région de Kursk, ce qui était impensable encore. Alors, ils en ont perdu une partie. On a aussi une carte qui montre qu'une... Oui, mais ils ont quand même pris un territoire important sur la partie rouge a été reprise par les Russes. Oui, la partie... Antoine, non, mais ça, c'est la deuxième chose. Ça contribue à l'étirement du front. Oui. Ce qui peut être aussi une source de fragilisation pour l'armée. Mais c'est aussi une source de fragilisation pour la Russie. La Russie, la Poutine est obligé de faire appel à des Coréens du Nord pour défendre son propre pays. C'est une humiliation. Et semble-t-il, il enrôle beaucoup de travailleurs chinois en Russie, expatriés en Russie, qui sont enrôlés, ce qui ne plairait pas à Pékin. C'est vrai. Laure Mandeville. Pour vous réconcilier, c'est vrai que c'est pour cela que le facteur temps est tellement important. Parce qu'en fait, Poutine espère toujours, malgré la fragilisation de son économie, dont il serait d'ailleurs très utile que l'Union européenne fasse une sorte d'évaluation des fragilités des forces. Ce serait très important. Je crois que les Américains se livrent à cet exercice. Les Européens, je n'en suis pas sûre. Les Américains, sans doute. Mais c'est un sujet majeur. Mais c'est vrai que Poutine, avec toutes les fragilités dont on parlait, veut utiliser ses victoires tactiques pour convaincre Trump et les Occidentaux qu'ils n'ont d'autre choix que la négociation. Et c'est vrai que le quiproquo majeur, et c'est assez effarant de penser que Trump et son entourage ne s'en apercevraient pas, et nous continuons à espérer que ce n'est pas le cas, mais c'est qu'au fond, il semble vouloir aller à une négociation avec un acteur qui s'appelle Vladimir Poutine, qui ne veut pas de la paix, comme le dit Zelensky, il ne veut qu'une paix qui soit la continuation de la guerre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de la destruction de l'Ukraine est au-delà d'une humiliation de l'Occident, dont l'Occident ne se relèverait pas, qui serait un affaiblissement, qui mènerait à une sorte d'affaissement brutal de l'ordre international que nous incarnions. C'est ça que veut Poutine et il espère y arriver justement par cette série de pas tactiques. Et l'autre élément de la guerre par la paix, d'une certaine manière, c'est le renversement de la formule de Clausewitz, c'est que en fait, il continue sa guerre hybride partout. Aujourd'hui, en fait, il faut quand même bien comprendre à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un ancien homme des services spéciaux, dont ces services spéciaux qui sont aujourd'hui le pouvoir en Russie, et pour lesquels tout est une opération spéciale. La gestion du gouvernement, la gestion de la Russie, la gestion des relations internationales, tout se fait comme une opération spéciale, c'est-à-dire
une sorte de déstabilisation, de chantage, d'intimidation permanente. Et donc c'est bien ça qu'il faut s'imaginer qui se passera si nous cédons et nous donnons une paix illusoire à bas prix à Poutine. D'abord, il fera tout pour alors, transformer l'Ukraine en... Est-ce que Zelensky est naïf lorsqu'il dit en 2025, il y a des chances que la guerre s'arrête par la négociation? Est-ce qu'il est naïf? Pas du tout. Il dit non, il n'est pas naïf. Il dit il n'est pas naïf. Il dit il veut aller dans le sens de Trump en disant oui, nous pouvons aller vers la paix. Oui, nous voulons une vraie paix. Mais il faut une vraie paix. Est-ce qu'il est capable de continuer la guerre? Puisque c'est la question qu'on pose dans cette première partie de l'émission. Est-ce qu'il serait capable, même avec la fin de l'aide américaine, est-ce qu'il pourrait continuer la guerre? Les Ukrainiens n'ont pas le choix que de continuer la guerre. Ça veut dire, pour eux, c'est une question existentielle. Si cette guerre s'arrêtait au profit de la Russie, eh bien, c'est tout simplement l'identité ukrainienne qui serait menacée. Donc eux, ils sont, je dirais, condamnés, et les Européens le comprennent bien. Je suis d'accord avec ce que dit Laure à l'instant. On le voit en mer Baltique. Les Russes ont perdu la mer Baltique. C'est aussi une victoire de l'Ukraine, je dirais, sur la Russie. Ils ont perdu la mer Baltique depuis que la Suède et la Finlande ont intégré l'OTAN. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, du coup, ils coupent les câbles en mer Baltique, ce qui oblige maintenant l'OTAN à envoyer des bateaux. Voilà. En mer Baltique. Ça veut dire, c'est par l'OTAN. L'Europe n'a pas les moyens. Là, en l'occurrence, elle peut comprendre, mais elle n'a pas les moyens. Si les Américains arrêtent l'aide militaire, les Américains arrêtent l'aide militaire, l'Ukraine sera dans une situation terrible. Alors, et c'est pour ça que, me semble-t-il, si l'on ne peut pas, parce que visiblement Trump ne fera pas rentrer l'Ukraine dans l'OTAN de la manière dont vous le proposez, donc je pense que la seule manière aujourd'hui, la seule option réelle, c'est de transformer l'Ukraine en Israël. Il faut que l'Ukraine devienne notre allié comme Israël est notre allié. C'est-à-dire, et comme Israël est l'allié des Américains. C'est-à-dire une aide sans limite, de toute façon, de facto, l'Ukraine est déjà dans l'OTAN. L'Ukraine joue le rôle, et je dirais aujourd'hui la première armée européenne de l'OTAN. Bon, on brûle un peu les étapes, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, et c'est ça tout le problème. Si on y était, eh bien, ce que dit Zelensky à Trump, c'est que là, vous obtiendrez la fin du conflit immédiatement, parce que, et il le dit dans son interview, Poutine a peur de Trump. Donc, ça, c'est le premier point. Il me semble que c'est important de... Il a peur de Trump ou il pense quand même pouvoir se jouer de Trump? Oui, il a peur, mais pas pour longtemps, à mon avis. Oui. Ça dépendra. Je pense qu'il se croit plus malin que Trump, non? À Davos, quand Trump a été élu, immédiatement, il a fait sa réunion à Davos. Immédiatement, il a caressé Trump dans le... Oui, ça ne veut pas dire qu'il en ait peur. Pour dire, mais en fait, on voulait créer une monnaie internationale alternative au dollar, mais on le voulait pas vraiment en fait. Vous inquiétez pas, on va pas s'en prendre aux intérêts des États-Unis. Il a essayé de jouer dans le sens de Trump. Ça montre que il veut pas que Trump prenne la Russie en ligne de mire. Il veut pas que Trump réalise que l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et la Russie sont les ennemis des intérêts stratégiques des États-Unis. Mais ça, Trump le sait. Justement, ces alliances, on y viendra peut-être tout à l'heure, parce que, le fait qu'il y ait l'Iran, éventuellement même la Corée du Nord, qui a quand même été une déception pour Trump dans son premier mandat, pourrait contribuer à convaincre Trump qu'il y a là un aréopage de ses ennemis. Tout à fait. Non ? Renaud Girard nous rejoint. C'est les aléas de la SNCF. Merci Renaud. Vous êtes blessé. En faisant un feu de cheminée, en remontant trop rapidement. Ah oui, ça c'est les sports de Noël. Bon, bienvenue Renaud. J'avais une question un peu anecdotique peut-être, mais sur la fin du transit du gaz russe par l'Ukraine, qui est présentée par Volodymyr Zelensky comme une grande défaite pour la Russie. En quoi c'est une grande défaite pour la Russie? Expliquez-moi l'un ou l'autre. Mais parce qu'ils perdent des milliards. Ils gagnaient des milliards chaque année par le transit à travers 2 milliards. 5 milliards. Oui. 5 milliards de dollars par an. Et donc, la Russie perd... L'une des plus grandes défaites de Moscou, selon Zelensky. Voilà. Donc ça, c'est une défaite stratégique. Ça dépendait de l'Ukraine, non? Puisque les robinets passaient en Ukraine. Alors, les Ukrainiens perdent, du coup, eux, environ 1 milliard là-dessus. C'est vrai. Mais c'est surtout que ce que ne veut plus Zelensky, c'est que l'Europe
vivent dépendantes du gaz russe. Et là, il reste plus que ce canal qui passe par la Turquie. Et donc, il y a le Nord Stream 1, le Nord Stream 2. Maintenant, l'Ukraine sont coupés. Et ça peut pousser les Européens à se séparer économiquement de la Russie. Et c'est ça que veut Zelensky. C'est pour ça que c'est une grande victoire, non seulement économique et financière, mais aussi stratégique. D'accord. Je crois que vis-à-vis de Trump, c'est important, parce que je crois que chez Trump, l'argument de l'arme économique et énergétique est extrêmement important. Et moi, quand j'étais aux États-Unis pour faire une enquête pour Le Figaro sur les stratèges de Trump, ils m'ont tous dit Trump va utiliser l'arme énergétique pour tenter d'étrangler la Russie de Poutine et refaire le coup de ce qu'avait fait Reagan juste avant la fin de la guerre froide, en faisant s'effondrer le prix du pétrole et en étranglant au maximum la Russie. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs que, en même temps que Zelensky a annoncé cet arrêt du transit du gaz, nous avons l'annonce par les Américains d'un nouveau round de sanctions sur justement notamment tous les bateaux qui se livrent, la flotte fantôme, flotte fantôme qui transporte en fait les hydrocarbures russes. Donc ça c'est très important aussi parce que ça va faire peser là aussi, ça va limer les dents de la puissance énergétique russe. Et aussi, actuellement, la vague de bombardements qui continue de drones sur les installations pétrolières, très en profondeur dans le territoire, à Kazan, Toula, etc. On en vient à notre deuxième point. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit récemment Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs à propos des concessions territoriales éventuelles attendues de l'Ukraine. Il n'y aura pas de solution rapide et facile en Ukraine. Et au fond, les États-Unis d'Amérique ont à nous aider pour changer la nature de la situation et convaincre la Russie de venir à la table des négociations. Les Ukrainiens ont à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales et eux seuls peuvent les conduire. Et les Européens ont à construire des garanties de sécurité qui seront leur responsabilité au premier rang. Alors c'est quoi des discussions réalistes sur les questions territoriales? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Je pense que jusqu'à présent, jusqu'à il y a encore quelques mois, le consensus en Ukraine était de dire qu'il fallait récupérer l'intégralité des territoires perdus depuis 2014, donc la Crimée y compris, et de revenir aux frontières de 1991. C'est là-dessus que ça n'est pas abandonné. Non mais laissez-moi finir. Ça n'est pas abandonné, mais il est évident aujourd'hui que l'Ukraine ne pourra pas reconquérir militairement ces territoires, en tout cas dans l'immédiat. Et donc, ce qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est que le consensus national, il s'est forgé depuis 2022 autour de cet objectif. Donc, il est très coûteux politiquement pour le président ukrainien de remettre en cause cet objectif qui, d'une certaine manière, a forgé l'union sacrée. Renaud Girard, vous n'avez pas encore parlé, vous êtes un tenant de la ligne réaliste en diplomatie, des discussions réalistes sur les questions territoriales. Ça veut dire on maintient le principe politique de l'unité territoriale de l'Ukraine, mais on accepte un gel des lignes de front. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'histoire, ça a déjà eu lieu. Par exemple, la France ou les Occidentaux n'ont jamais reconnu l'annexion des pays baltes par l'Union soviétique. Et donc, aucun ambassadeur de France, entre 1945 et 1991, date de la mort de l'Union soviétique, ne s'est rendu dans les pays baltes, puisqu'on ne reconnaissait pas cette annexion. Donc il peut y avoir. C'est assez symbolique pour les. C'est tout à fait symbolique, mais c'est vrai que aujourd'hui, militairement, il est totalement hors de portée de l'armée ukrainienne qui souffre quand même de beaucoup de désertion, il faut le dire. Par exemple, il y avait des Ukrainiens qui sont venus s'entraîner en France. On l'a évoqué dans la première partie. Vous l'avez dit, et donc un général m'a dit que la moitié avait déserté, donc c'est quand même important. Non. Enfin, c'est ce que m'a dit un général de l'armée française, il s'est peut-être trompé. Et ça s'est passé aussi en Pologne, d'ailleurs.
Donc il y a des problèmes, il y a des rafles à Kiev, la jeunesse ukrainienne, et j'étais en Pologne récemment, j'ai vu des centaines de jeunes Ukrainiens qui n'ont absolument pas envie d'aller accomplir leur devoir militaire. Les jeunes de 18 ans. De 20 ans, 22 ans, qui sont conducteurs Uber. La conscription, c'est à partir de 25 ans. Et il y a un consensus pour aller se battre. Et justement, ils ont réussi à réunir une armée de plus de 900 000 hommes. Et qui a tenu face à la Russie. Par contre, toute la question, effectivement, les Américains disent prenez des soldats à partir de 18 ans, et les Ukrainiens disent mais pourquoi ? On n'a pas d'armes. Donc, envoyez-nous d'abord des armes. Qui dit ça. Ce qui est inquiétant, c'est Sullivan dit ça aussi. Donc, vous pouvez nous annoncer que c'est très intéressant que l'Ukraine va reconquérir les territoires perdus, et donc on va applaudir, on va être très content. Moi, je pense que ça ne se passera pas. Vous n'avez pas dit ça. Alors, voilà. Donc, je pense que ça ne se passera pas. En tout cas, à court terme. À court terme. Alors, est-ce que Trump, dans le bras de fer qu'il va commencer avec Poutine, est-ce qu'il va insister pour la récupération par les Ukrainiens de certains territoires perdus, par exemple, de revenir à la ligne du 24 février 2022, par exemple? On ne le sait pas encore. Pourquoi Poutine accepterait-il ça? Aujourd'hui, Zelensky. Alors, officiellement, il est revenu. Poutine ne pourrait accepter ça, effectivement, que si on lui donne une carotte en échange, qui serait une levée progressive des sanctions. Mais vous oubliez qu'il a annexé les oblasts. Ou du gel des avoirs russes. Il a annexé des territoires qu'il ne contrôle pas entièrement. Il pourrait aussi faire l'inverse et demander qu'on lui donne les territoires qu'il a déjà annexés. C'est ce qu'il a demandé, d'ailleurs. C'est ce qu'il a demandé. Mais ça, je pense que personne ne va lui donner ça. Non. Il a demandé, effectivement, d'avoir des... Il demande un maximum. C'est-à-dire qu'en fait, ces revendications n'ont pas bougé depuis le début, d'ailleurs. Oui. C'est, premièrement, que toutes les régions, dans leur totalité, même ce qu'il n'a pas encore annexé, conquis sur le plan militaire, ces 4 régions deviennent russes. Oui. Qu'il y ait l'installation, une dénazification. C'est-à-dire changement de régime. C'est-à-dire un changement de régime. Démilitarisation. Et donc, plus que ça, dénazification, ça veut dire une élimination. Quand vous écoutez, par exemple, le discours absolument, je dirais, effrayant que l'on entend tous les jours à la télévision russe de ces propagandistes, c'est en fait l'élimination, et il parle d'élimination physique, en fait, de l'élite soi-disant nazie d'Ukraine, et par ailleurs, le renoncement à la démilitarisation, c'est-à-dire la totale neutralisation, démilitarisation et renoncement évidemment à toute perspective d'adhésion à l'OTAN. Exactement. C'est-à-dire en fait, en gros, une destruction totale de toute souveraineté ukrainienne à terme, et donc je dirais presque un Anschluss, parce que sans armée, c'est terminé. C'est les demandes. Je voudrais revenir à la position de la diplomatie française qui, à mon avis, est très importante aujourd'hui. J'ai écouté aussi attentivement le discours du président Macron devant les ambassadeurs. Il a fait venir Sikorski aussi, des affaires étrangères polonais. Et par ailleurs... On a interviewé dans le Figaro. Voilà. Et par ailleurs, il est des dirigeants européens celui qui insiste pour l'envoi d'une tripwire force en Ukraine, d'une force d'appoint qui permettrait de soutenir l'Ukraine pour qu'elle soit en position de force face à la Russie. Sikorski ? Non, le président Macron. Ah, Macron. Le président Macron, oui, parce que les Polonais sont plutôt sur le frein. Là. Non, là je parle du président Macron, et c'est la raison pour laquelle il en parle aux Polonais. On en parlera tout à l'heure avec les garanties de sécurité. Voilà, la position de la France, c'est de dire que ce serait catastrophique non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour toute l'Europe, que de faire le plan de J.D. Vance, Kellogg et de J.D. Vance. C'est-à-dire un gel, alors zone démilitarisée, gel du front, zone tampon démilitarisée et des casques... Pour 20 ans, c'est ça le tir. Et des casques bleus. Mais la Russie l'a déjà refusé en fait. Oui, les extrémistes l'ont refusé. Non, officiellement. Est-ce que c'est pas quand même le Malofeyev le refusait. Est-ce que ça n'est pas le scénario le plus probable, à l'heure où on parle, une sorte de gel du front, plus ou moins là où il se trouve aujourd'hui, peut-être une zone démilitarisée avec des troupes européennes en face pour tenter de dissuader de nouvelles incursions russes. Ça serait une Ce qu'on ne sait pas en fait ici, Philippe Gély, c'est quelle est la stratégie à long terme
de Donald Trump. Enfin, moi, je l'ignore. Oui. Peut-être que Laure Mondeville la connaît, parce qu'elle connaît bien le Parti républicain aux États-Unis. Moi, je l'ignore. Est-ce que c'est une stratégie qui conserve la stratégie actuelle américaine, qui est que la Russie est l'adversaire des États-Unis, et ils le disent clairement, ils ne disent pas l'ennemi, mais c'est l'adversaire, alors que la Chine n'est que le rival systémique. Est-ce que Trump, il va continuer ça et traiter la question comme cela, ou est-ce que il se dit, pour affronter la Chine, il faut que j'ai la Russie avec moi, et donc là, il serait prêt à faire davantage de concessions. En disant l'Ukraine c'est secondaire et l'Ukraine c'est secondaire. Ce qui m'importe, c'est d'avoir un allié très fort. J'arrache la Russie au bras de la Chine. Absolument, faire une sorte de changement des alliances. Et en miroir, je dirais qu'il faut aussi se poser la question de l'état final recherché par le président Poutine. Moi, de mon point de vue, c'est-à-dire dans sa guerre contre l'Occident. Voilà, c'est-à-dire au-delà des buts de guerre en Ukraine, ce qu'il cherche, ça n'est pas simplement à conquérir des territoires en Ukraine, fussent-ils dans leur élargis à leurs frontières administratives. Ce qu'ils cherchent, ça n'est pas simplement la démilitarisation de l'Ukraine. De mon point de vue, ils cherchent à détruire l'État ukrainien au motif que la nation ukrainienne n'existerait pas et que l'État ukrainien n'aurait pas de profondeur historique. Et ils cherchent par ailleurs à transformer l'ordre international et à finalement contester de la manière la plus brutale qui soit l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale, tout en dénonçant, tout en annonçant la fin de l'hégémonie occidentale. Donc il y a vraiment une vision qui va bien au-delà de l'Ukraine et qui d'une certaine manière, une vision antilibérale et qui en ce sens rejoint ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il peut y avoir au bout d'un moment une convergence entre Poutine et Trump sur l'idée que ce monde libéral, cette globalisation, ça n'a rien donné. Ce qui fonctionne, c'est la force. Et Poutine, il prend l'Ukraine, et bien moi, je prends le Groenland, et on va s'entendre. Et d'où l'importance pour l'Europe de se mobiliser et de venir... Mais entre ce que vous venez de décrire, qui sont les ambitions à long terme et maximalistes de Poutine, d'une part, et d'autre part, un accord intérimaire tel qu'on pourrait l'imaginer, avec un gel du conflit et une sorte de partition de fait de l'Ukraine, est-ce que Trump pourrait pas dire, écoutez, j'ai arrêté Poutine là où il se trouvait, il en voulait beaucoup plus, il voulait sa guerre avec l'Occident, moi j'en fais mon affaire, il me parle, on a trouvé un arrangement, quoi. Mais personne ne le croira. C'est faisable ou pas, ça? Mais personne ne le croira. Il n'a pas arrêté Poutine. C'est l'armée ukrainienne qui arrête Poutine, concrètement. C'est l'armée ukrainienne qui a fait qu'aujourd'hui, la Russie a perdu 800 000 soldats. Ouais. C'est ça, quand même, qu'il faut rappeler. C'est pas Trump. Oui, 700 000, on dit. Mais... Oui, non, c'est les chiffres ukrainiens. En tout cas, c'est 800 000. Morts et blessés. Donc, c'est quand même une défaite. Mais la question que tout le monde pose, c'est est-ce qu'on peut convaincre Donald Trump qu'une défaite de l'Ukraine serait un aveu de faiblesse pour lui? C'est ce que lui a dit Emmanuel Macron à Notre-Dame. Oui. Ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, il a eu un très bon argument, il lui a dit, tu peux pas laisser tomber l'Ukraine parce que tu vas apparaître, tu peux pas commencer ton mandat comme un loser, il lui a dit. Et Trump n'a pas du tout envie de rester dans l'histoire. Et la comparaison avec le retrait d'Afghanistan, mal géré par Biden. Il ne faut pas oublier que dans l'entourage de Trump, il y a en réalité deux forces, deux factions qui sont sur des positions absolument opposées sur ce qu'il faut faire. Oui. Il y a une faction réganienne qui est encore là, et qui est vivante, elle est vivante au Sénat. Celle-là, elle a ce logiciel de guerre froide dont parlait Renaud. Exactement. C'est-à-dire l'ennemi, c'est le Russe. C'est la Russie, et ils sont tout à fait conscients, ce ne sont pas du tout des imbéciles. Ils savent très bien que un effondrement de la position américaine et une position de loser, comme le disait Renaud, face à la Russie,
encouragerait les appétits chinois et leur ferait dire qu'ils ont un boulevard pour avancer. Donc il y aurait d'ailleurs un effet de domino. Donc ce n'est pas du tout dans l'intérêt des États-Unis. Et puis, tous ces gens-là savent aussi pertinemment, ont quand même la mémoire relativement longue, et se souviennent de ce qu'il s'est passé en 2021, en décembre 2021. Comme le disait Céline Maranger, c'est beaucoup plus large la question qu'une question de territoire et une question de contrôle de l'Ukraine, puisqu'il ne faut pas oublier que l'ultimatum que lance Poutine à la veille de la guerre, c'est un ultimatum à l'Europe qui vise à changer l'ordre européen. Et qu'est-ce qu'il revenir à 1997. Il faut totalement démilitariser l'Ukraine, mais il faut aussi que vous dégagiez, vous l'OTAN, de tous les territoires qui ont jadis été occupés et sous la coupe de l'URSS, et qui représentent en réalité la moitié de l'Europe, c'est-à-dire toute l'Europe centrale et orientale. On s'éloigne un peu. Alors, et l'autre camp. Non, mais... Et l'autre camp, oui c'est ça c'est le camp réganien, donc conscient de tous ces éléments, et vous avez de l'autre côté un camp, je dirais le camp de la base MAGA, et qui curieusement, de toute une partie de la droite conservatrice américaine, qui curieusement a été d'une certaine manière, sur le plan psychologique et intellectuel, presque kidnappé par les éléments de langage poutinien. Ils aiment les hommes forts et ils sont isolationnistes. Incroyable. Pour le dire vite. Isolationnistes et impérialistes, parce que quand ils commencent à parler du Canada comme le 50e État des États-Unis, c'est une forme de poutinisme. On en dira un mot tout à l'heure. Mais c'est vrai que très vite, parce qu'on va passer à la on a le sentiment en fait que Poutine et ses relais, comme par exemple Viktor Orban, ont été extrêmement habiles et ont amené d'abord toute cette droite intellectuelle conservatrice à penser qu'il était leur allié sur les questions justement de valeurs, les questions du conservatrice chrétienne, etc. Donc que Poutine, et puis finalement ils leur ont dit Poutine pense comme nous parce qu'il sera notre rempart civilisationnel. Ils n'ont pas compris en fait que Poutine ne reconnaît aucune valeur et que derrière, par exemple, les supposées valeurs chrétiennes de l'Église orthodoxe russe, il y a en réalité une brutalité et un discours fascisant d'écrasement en fait de tout ce qui leur résiste. Ok, alors on en vient à notre dernier point, ces fameuses garanties de sécurité sans lesquelles tout le monde dit qu'il ne pourrait pas y avoir d'accord, même temporaire. On va d'abord écouter ce qu'en dit Volodymyr Zelensky lui-même. NATO is a strong security guarantee for all the people, for us. Part of security guarantees. The second part is the arms aid package, which we will not use. If a ceasefire works, nobody will use the weapons. For what? But it has to stay. But with all due respect to the United States and to the administration, not like before, I don't want the same situation like we had with Biden. I ask for sanctions now, please. And weapons now. And then we will see. Bon, alors, une adhésion à l'OTAN, vous avez tous déjà évoqué la chose, c'est assez improbable à court terme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à défaut d'adhésion, il y ait un processus qui soit amorcé, avec une date cible, quelque chose qui rapproche une alliance de pays. Moi, j'ai signé une pétition là il y a pas très longtemps d'une association qui s'appelle Liberté pour l'Ukraine et qui propose qu'il y ait une alliance de pays tels que la France, la Grande-Bretagne, les pays baltes, la Suède, etc. Qui soutiennent et qui donnent ces garanties de sécurité à l'Ukraine, comprenant très bien que ça n'a pas la même valeur qu'une intégration pleine et entière dans l'OTAN. Ça pourrait se faire dans un second temps. Mais dans un premier temps, d'envoyer cette fameuse... Ça veut dire quoi, des garanties sécuritaires de ces pays? Ça veut dire entrer en guerre si la Russie attaquait de nouveau? Par souci de clarté, il faut sans doute préciser ce qu'on entend par garantie de sécurité. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne relève pas des garanties de sécurité. Les garanties de sécurité, ça implique l'engagement pour un État ou des États à prendre des mesures militaires pour venir en défense d'un pays qui serait attaqué. Donc c'est quand même très engageant. Alors quand on réfléchit aux
à différents scénarios. Je pense qu'en Ukraine, il y a 3 scénarios qui sont envisagés aujourd'hui. Le premier, qui est le scénario privilégié, évidemment, c'est l'adhésion à l'OTAN, une invitation officielle à rejoindre l'OTAN. Étant donné la position du président Trump et les réticences de plusieurs alliés européens, ça semble assez peu probable en l'état, parce qu'il faut l'unanimité pour prendre... Ouais. Enfin voilà, ça. 32 pays. Deuxième scénario qui est envisagé régulièrement en Ukraine, c'est l'idée que les États-Unis signeraient un accord de sécurité semblable ou similaire aux accords de sécurité qui peuvent exister avec la Corée du Sud, le Japon ou Israël, et qui impliquerait, en tout cas si on prend le modèle d'Asie du Nord-Est, des déploiements de troupes américaines en Ukraine, parce que c'est ça. Ça vous paraît pas aussi improbable que le premier? Ça me paraît assez peu probable. Et il y a le troisième scénario, très important, qui serait l'annonce soudaine d'une coalition européenne en vue d'un déploiement de forces européennes en Ukraine. D'abord à l'arrière, pour faire de la formation sur place, pour renforcer la frontière, avec le Biélarus en particulier, pour s'occuper, pour aider les Ukrainiens dans la défense antiaérienne. No-fly zone. Et cette force pourrait, dans un second temps, en cas de cessez-le-feu, être déployée près de la ligne de front pour servir peut-être de force d'interposition. Ça, c'est la proposition française. Ça, c'est une proposition qui a été lancée par le président Macron il y a 1 an, en février 2024, mais qui a suscité à l'époque... jusqu'à présent les pays baltes et les pays du Nord soutiennent ce genre de proposition. Et la Pologne est réticente. La semaine dernière, le président Macron est allé, on sait qu'il est allé en Grande-Bretagne pour parler de cette question. On sait aussi qu'il y a eu un appel téléphonique avec le président Zelensky hier pour envisager précisément ce déploiement. Le président Zelensky s'en expliquait sur les réseaux sociaux. Maintenant, dernière chose peut-être, quelle est l'idée sous-jacente derrière tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'empêcher l'abandon de l'Ukraine, l'abandon pur et simple de l'Ukraine. Le deuxième, c'est de positionner les Européens dans la future négociation qui va s'ouvrir entre les États-Unis et pour pas que ce soit un Trump-Poutine, un face-à-face sans les Européens et peut-être même les Ukrainiens. Le troisième élément très important à mon avis, c'est de convaincre Donald Trump du sérieux des Européens et de leur engagement dans la sécurité européenne. Alors très bien, mais est-ce que ça mettrait l'Ukraine sous tutelle militaire des Européens? Non, Renaud Girard. Parce que dans ce plan-là, on pourrait tout à fait avoir, par exemple, un cessez-le-feu. Et là, les frontières seraient patrouillées du cessez-le-feu par des forces appréciables, comme les Anglais, les Français, les forces finlandaises qui ont montré leur courage face aux Russes en 1939-40. Des forces comme celle-là, les autres ont fait un peu moins confiance. On a un petit problème là, c'est que les Allemands refusent même d'envoyer des troupes marcher le long d'une frontière en paix, enfin sous cessez-le-feu, si vous voulez. Donc ça a un gros problème. Mais c'est vrai... Il y a aussi d'autres problèmes, c'est que les Roumains, les Hongrois, non, mais eux, on oublie, voilà, les Polonais ne sont pas chauds. Voilà. Le droit international, Polonais, pas pour les mêmes raisons, mais le droit international, habituellement, c'est pas un pays frontalier qui fait du peacekeeping, comme on dit, dans un pays voisin. Alors, mais en général, ça ne sera pas du peacekeeping parce qu'on n'aura pas la résolution, on n'aura sans doute pas la résolution à l'ONU, à cause du veto russe, pour un peacekeeping. Il me semble quand même que ce qui serait fondamental, tout ça, ce sont des idées évidemment qu'il faut creuser, mais il me semble que rien de tout cela n'aura lieu si il n'y a pas un accord entre les Européens et les États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, un pays comme la Pologne, qui évidemment serait sans doute tenté ou enclin à participer à ce type de secours. Pour eux, la position américaine sera décisive. Absolument. Quand, dans l'interview que Sikorski m'a donnée, parle de la nécessité, en fait, d'une défense européenne qui soit synchrone avec une harmonie, qui soit en harmonie stratégique avec les États-Unis, sur le plan concret, ça veut dire qu'il n'y aura pas de déploiement européen s'il n'y a pas une garantie américaine derrière. Parce qu'il faut quand même bien dire que les Européens, sur le plan purement militaire, excusez-moi, sont pas de taille à faire peur.
presque à poil. Nous n'avons pas de taille à faire peur à Poutine. Nous n'avons pas les armements et nous avons aussi peu de troupes. Parce qu'il faut bien comprendre que si nous faisons ça, il y aura sans doute, parce que c'est la nature du pouvoir russe d'aujourd'hui, une volonté de tester les capacités. Et d'ailleurs, cette ligne qui a été gelée entre 2014 et 2022 n'a jamais été complètement froide. C'est-à-dire, il y avait des snipers de part et d'autre qui se tiraient dessus régulièrement. Oui, mais il y avait quand même des observateurs de l'OSCE qui étaient... Il y avait 40 000 violations du cessez-le-feu chaque mois. Exactement. Il n'y a jamais eu la paix de l'OSCE. Antoine Ce que dit Normandie est juste, mais ça ne fait que renforcer la nécessaire prise de conscience des Européens pour qu'ils se prennent en main. Ça veut dire, l'Europe est quand même un pays puissant. C'est en Europe, par exemple, qui a les 200 milliards de dollars de la Banque centrale de Russie. Nous, on appelle à geler, non seulement à geler, mais à saisir ces 200 milliards de dollars pour financer, armer les Ukrainiens, pour armer ce contingent. C'est de l'argent russe qui est gelé en Europe et qui pourrait bénéficier aux Ukrainiens. C'est ce que demande Zelensky. C'est le genre de choses qu'on pourrait faire au niveau européen. On va écouter... Pour l'instant, c'est que les intérêts. Alors que là, l'idée, c'est de les saisir complètement. On va écouter un personnage dont il a été pas mal question, c'est Donald Trump. Voyons ce qu'il dit. So, you know, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that. That's been, like, written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of mistakes made in that negotiation. And when I heard the way that Biden was negotiating, I said, you're going to end up in a war. Alors, il épouse complètement la logique de Vladimir Poutine là-dedans. Oui, et c'est embêtant. Et ça c'est rappelle, embêtant, Antoine Arjakovski. Ça rappelle aussi sa première présidence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, c'était lui qui avait gelé les 250 millions de dollars du Congrès d'aide à l'Ukraine, à l'armement de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, son intérêt, c'était pas du tout l'Ukraine, c'était d'attaquer Joe Biden et d'essayer de voir si son fils Hunter Biden n'était pas en train de faire des réseaux de corruption. Donc c'était pas du tout l'Ukraine, c'était son intérêt personnel de lutter contre Biden. Et là encore, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il veut casser Biden pour apparaître comme celui qui... Mais là, il y a un fond politique dans lequel il accepte la logique dans laquelle Vladimir Poutine lui-même s'inscrit. Quand on y ajoute les récentes déclarations de M. Trump sur l'annexion du Groenland, la conquête du canal de Panama ou l'invitation au Canada, il est dans cette même logique que Donald Trump, non ? Que Vladimir Poutine ? Je pense que c'est quand même deux sujets différents, c'est-à-dire qu'il me semble que quand il dit oui, l'OTAN n'aurait jamais dû s'avancer aux frontières, etc., je crois qu'il est dans la continuité de tout un courant beaucoup plus large des supposés réalistes, je dirais des pseudo-réalistes. Il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'il dit. Qui reconnaissent l'idée de sphère d'influence de facto en disant ça, mais qui oublient une chose quand ils disent mais comment se fait-il, j'ai entendu des gens très proches, il me semble que J.D. Vance lui-même dit ça, ou en tout cas des gens très très proches de cet entourage qui disent mais comment se fait-il que l'OTAN n'a pas été dissous en même temps que le pacte de Varsovie au moment de la fin de la guerre froide. Et ce dont ils ne se rendent pas compte, ils ont complètement endossé les éléments de langage du Kremlin qui en fait met sur le même plan le pacte de Varsovie et l'OTAN, alors que le pacte de Varsovie a été une force d'occupation de l'Europe. La seule alliance militaire qui ne s'est jamais attaquée qu'à ses membres. Était une alliance défensive et volontaire contre un allié agressif. Donc, à partir du moment où c'était une force d'occupation, il est normal que le pacte de Varsovie ait été dissous, mais à partir de là, des pays qui deviennent libres ont le droit de choisir quel type de sécurité ils veulent. Et c'est vrai que nous en avons la preuve, nous Français, puisque nous étions membres de l'organisation militaire de l'OTAN, et le général de Gaulle a voulu nous en retirer en 1966, et la réponse de Johnson a été assez connue. Il a dit quand on me demande de partir, je prends, avait-il dit, ma canne et mon chapeau, et je m'en vais. Parce que, effectivement, les Russes n'ont pas fait en Tchécoslovaquie. Mais tout de même, il nous reste 3 minutes. Cette logique dans laquelle s'inscrit Donald Trump, est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, déjà une victoire intellectuelle de Poutine ?
de voir le président américain qui, sans complexe, déploie une philosophie expansionniste. C'est partout, la Chine, c'est pareil, c'est les rapports. On est dans une nouvelle ère, c'est plus l'ère du multilatéralisme. Oui, mais alors, constatons que les seuls à ne pas avoir ce type de discours, ce sont les Européens. Oui, ça veut dire qu'ils sont faibles. Ce sont les rapports de force. Pas tous en même temps, Antoine Arjakovski. Les Coréens du Sud n'ont pas du tout cette logique-là non plus. Je crois qu'il est mal informé, tout simplement. Il y a Case Kellogg, il a fait son rapport sur lequel il se base, puisque c'est lui qui l'a donné. C'est son envoyé spécial pour l'Ukraine. Il a fait un rapport en avril 2024 qui s'appuyait sur un rapport de Haas et Kupchan de 2023. Qui sont deux membres éminents de think tank américain. Du Foreign Council. Et qui étaient justement ceux qui développaient ces thèses poutiniennes d'une OTAN qui aurait agressé la Russie. Ça, c'est ici que se trouve le problème idéologique, et c'est là où il faut travailler avec les médias, avec les think tanks, avec les intellectuels, pour faire comprendre à Donald Trump qu'il là, il cible pas le bon ennemi, en l'occurrence. Oui, Laure Mandeville. Que vraiment, Antoine met le doigt sur un élément très important, qui est la question des idées. Des idées, de l'analyse, de l'évaluation intellectuelle de ce qui nous arrive. Et je crois effectivement que les Européens seraient bien avisés. Je pense qu'ils ont déjà commencé, mais visiblement pas suffisamment, ou en tout cas pas avec suffisamment d'efficacité, de véritablement entourer aujourd'hui le pouvoir trumpien et tous ces éléments, tous ces stratèges, toutes ces équipes pour en fait les aider à accoucher d'une vision et d'une position qui serait une position favorable à nous tous, à l'Occident et évidemment à l'Ukraine. Ce serait bien avisé de remilitariser, parce que peut-être que les Européens, et c'est très bien, veulent vivre dans un monde Donald Trump demande maintenant qu'on monte à 5% du PIB. Et voilà, mais là-dessus, il a tout à fait raison. Le monde est beaucoup plus dangereux. Vous avez les Chinois qui ont l'intention d'avaler Taïwan, etc., qui se sont accaparés toute la mer de Chine méridionale, etc., au mépris du droit international. Le droit international n'est plus respecté de nulle part. Je ne suis pas sûr que M. Modi, le chef de l'Inde, soit vraiment attaché au droit international. Donc, nous, les Européens, entre nous, évidemment, il faut respecter le droit, mais il faut se réarmer, bien sûr, et il faut prendre le monde tel qu'il est. C'est un monde, ce sont des relations internationales, désormais fondées sur des rapports. Céline Marangé, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Il faut aussi rappeler le droit inaliénable de chaque pays souverain de décider de son régime politique et de son système d'alliance. Et en fait, à travers cette remise en cause ou ce discours sur l'OTAN, c'est ça qu'il cherche à saper. Si les pays d'Europe, si les pays baltes, si la Pologne, si tous ces pays d'Europe centrale et orientale ont cherché à adhérer à l'OTAN dès les années 90, c'est parce qu'ils voulaient des garanties de sécurité contre une résurgence de l'impérialisme russe. Merci à tous. Non, c'est terminé. Merci beaucoup à tous, à tous les quatre. Nous reparlerons bien sûr de l'Ukraine sur ce plateau dans les mois qui viennent, avec la venue de Donald Trump à la Maison-Blanche dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.